Alors, je suis désolé, je suis un petit peu essoufflé, j'ai dû me faufiler entre les gilets jaunes. Normand Chabot, psychologue à Mahavar 95, psychanalyste, président fondateur d'un centre de consultation pour adolescents, consultation gratuite et limitée dans le temps. Je remercie très chaleureusement Mahavar, M. Marceau, Mme Bitton d'avoir convié à ce congrès sur la psychanalyse. Et je voudrais faire juste un petit clin d'œil à notre ami Dr Pommier. Compte tenu de mon statut franco-canadien, je dédie mon intervention à Élisabeth II, car c'est ma reine. Alors, évidemment, psychanalyse et travail social, ça ne fait pas très sexy. Mais néanmoins, j'ai trouvé un autre titre, Festina Lente. Alors, il a été beaucoup question ce matin de la civilisation dans laquelle on vivait, et j'ai envie de commencer par « Tout vient à point, qui sait attendre ?» On est dans une société vite fait, comme disent les jeunes. On veut tout de suite. On revendique qu'il y aura une grève générale demain pour les revendications. En un mot psychanalytique, c'est une jouissance sans entrave qui se présente à nous, démultipliée et qui a du mal à se faire réguler par ce qu'on appelle vulgairement... Vous voulez quoi, monsieur? Merci, monsieur Ben-Simon. Qui ne passe pas nécessairement par la castration. Et en même temps, rien ne sert de courir, il faut arriver à point. C'est-à-dire qu'on encourage les gens de plus en plus, on s'y efforce, même si réfréner la pulsion est impossible, à composer avec la frustration, avec la privation. Et précisément, il y a un dicton québécois, je ne sais pas s'il est français ou autre d'ailleurs, qui dit quelque chose comme ça, « Nous voulons votre bien et nous l'aurons ». Dans ce caractère vite fait, bien fait, tout de suite, puisque je parle des travailleurs sociaux, j'ai toujours préconisé aux institutions, aux employeurs, de financer sur leur denier un outil professionnel essentiel aux travailleurs sociaux. Ce sont les baskets. Il faut courir vite. Je crois que quelques-uns se sont reconnus au balcon. D'ailleurs, je leur donne mes salutations amicales à ces collègues de Mahavar qui me supportent avec courage et abnégation parce que je suis très chiant, asocial et très peu commode. Donc, s'il y en avait une devise analytique, ce serait peut-être festina lente, c'est-à-dire un très bel oxymore, hâtons-nous lentement. On a beaucoup parlé de la nécessité du temps ce matin et de prendre le temps, voire de ne pas agir en présence du patient, de l'hébergé, etc. La psychanalyse pour tous, c'était le vœu de Freud. On en a parlé aussi ce matin. D'autres l'ont poursuivi. Mais il se posait la question également, et qui n'a pas été cité, donc je m'autorise à le faire, il se posait la question pour Freud de comment ne pas mêler l'or de l'analyse au plomb de la suggestion. La psychanalyse dans le social, c'est comme un discours, une approche clinique, et non comme une cure analytique. C'est la psychanalyse aux prises avec le social, les deux pieds dans la cité au sens du terme grec. La psychanalyse dans la cité, et non pas, comme dans ces livres de vulgarisation, la psychanalyse pour les nuls. Il ne saurait être question pour nous de laisser entrevoir une bonne façon de savoir vivre, une seule manière de renouer le lien social, sous peine de laisser planer sur le sujet une certaine honte de vivre. Notre réponse à cette anomie consiste plutôt à prendre le temps qu'il faut et à se montrer disponible, voire docile, dupe en un mot,
et notre présence réelle n'implique pas d'emblée une volonté pour le bien du sujet. Adaptabilité, normalisation, etc. C'est une modalité où le professionnel se prête à accompagner le sujet afin qu'il puisse construire, inventer son propre projet de renouage social. Pour le dire autrement, il suffit de se laisser décompléter de sa fonction, le tout éducatif ou le tout thérapeutique, en pluralisant l'autre, le grand autre social, éducatif, parental, en s'autrifiant soi-même, c'est-à-dire en devenant nous-mêmes autres à soi-même, et en se faisant le partenaire attentif de l'élaboration singulière du sujet. Secrétaire actif de l'aliéné, nous tentons d'occuper cette place vide de tout savoir préétabli, mais pas sans acte. Pour ce faire, il y a donc une nécessité d'une réponse en acte, car l'urgence permet de se soustraire à l'inertie et de renouer avec les vertus conclusives de la hâte. Notre tâche consiste donc à accueillir l'inattendu et notre réponse à nous, relever de la surprise. Mais un paradoxe s'impose à nous. Entre la demande et l'accueil peut s'immiscer l'urgence. Ça urge, comme on dit. Pour l'autre, c'est-à-dire le professionnel, comme pour les sujets qui demandent. Urgence psychique qui préside souvent à une demande expresse et qui précipite l'accueil. Or, sans répondre promptement à toute demande, il nous importe de distinguer hâte et précipitation. Sinon, ce serait le précipice de la réponse preste. D'où l'importance, selon moi, des entretiens d'admission pour tous, ce qu'en jargon analytique, on appelle les entretiens préliminaires. Autre paradoxe, la hâte, l'urgence ont la valeur de dissiper le mirage du transfert. Cet outil pourtant indispensable pour permettre l'entrée dans le lien qui unit les patients aux professionnels. Comment se débrouiller avec ces paradoxes? Nous le disions plus haut, le temps nous est compté. Il y a souvent des durées limitées de prise en charge. Il y a l'angoisse qui occupe les deux partenaires, aussi bien le professionnel que le patient, avec ces questions récurrentes, que faire, qu'espérer, que proposer. Et il y a le risque de sombrer dans une volonté de toute puissance vis-à-vis de nos usagers. J'adore cette expression française, les usagers. Ça use, ça use. Et puis, il y a une certaine appréhension contemporaine de tout ce qui relève du supposé savoir, non pas du savoir absolu, hegelien, mais du sujet supposé savoir. Et puis, enfin, c'est comment déterminer le tact et le timing dont parlait Freud dans la technique psychanalytique, alors qu'on est un peu poussé à agir. Alors, pour distinguer hâte et précipitation, disons que la hâte, ça peut se calculer, même si ce n'est pas un calcul mathématique, alors que souvent la précipitation, non pas météorologique, mais dans l'acte, ça relève plutôt du passage à l'acte. Or, il y a aussi une distinction à apporter, parce que je dis il y a une réponse en acte, entre acte et action. L'acte, l'exemple de Lacan, c'était César franchissant le Rubicon. Eh bien, il y a un avant et il y a un après. Un acte, ça porte à conséquence, même si ce n'est pas réfléchi. Alors que l'action, ça relève plutôt du savoir-faire. Et j'aurais envie de dire, ironiquement, c'est plutôt le faire, FER, du savoir, c'est-à-dire un savoir costaud. Et comme le disait Freud, parlant de l'interprétation, le lion ne bondit qu'une fois, donc il ne faut pas se louper. Hein. Alors, qu'est-ce qui peut mettre un frein à l'impossible à supporter, autre nom de notre clinique à tous, qu'elle soit sociale, psychiatrique, addictologique, etc. Certes, l'éthique peut se contrôler avec un père. On se fait aider, on peut se faire aider par les autres. Mais aussi la surprise
qui se distingue de l'étonnement. Et enfin, comme le disait Blaise Pascal, encore faut-il savoir se laisser incommoder. L'étonnement, comme la surprise, concerne aussi bien les patients que les professionnels. Jacques-Alain Miller avait cette expression pour l'analyste. C'est un surpreneur de réel. Là où la surprise surgit dans le discours du sujet, dans le mi-dire ou dans le non-dit. Encore faut-il, pour l'analyste ou le professionnel, désirer être surpris pour pouvoir à son tour surprendre, sans attendre par là un appel à la suggestion, comme je le disais tout à l'heure, voire même à la provocation. Je ne vais pas évoquer ce qui a été dit ce matin sur la technique active de Ferenczi, mais disons qu'il mouillait un petit peu trop sa chemise. Il y avait de très bonnes baskets. Donc, autant de surpris que de surpreneurs qui, certes, n'occupent pas la même place, la même position. Avec Theodor Reik, nous avons celui qui flirte avec la confusion des places. Pour ce dernier, dans la surprise, s'exprime la révolte contre la prétention à reconnaître quelque chose que l'on connaît depuis longtemps, mais qui est devenu inconscient. Il s'agit pour lui d'une réaction à l'accomplissement d'une attente inconsciente. Donc, je termine la citation, donc un manque de tact ou de timing, c'est-à-dire une interprétation manquée ou erronée ou à côté de la plaque, peut entraîner l'effroi, le Schrenken chez Kant, l'effroi chez le patient. C'est en quoi l'étonnement se veut pour Reich, et je le cite, une condition préalable de la connaissance de nos couches psychiques les plus profondes. Et elle se manifeste lorsque l'analysé s'oppose soudain comme étranger à sa propre pensée. Ce dernier passage de Reich sied à merveille avec le sentiment de nos patients. Ils se disent eux-mêmes étrangers à leur pensée, étrangers à leur corps, étrangers à l'intimité ressentie. Rappelons que le psychologue surpris, le titre du livre de Theodor Reich, a retenu l'attention de Jacques Lacan. Je le cite. « Ce qui est attendu de la séance, c'est justement ce qu'on se refuse à attendre, de craindre d'y mettre trop le doigt, la surprise a souligné Reich. D'y mettre trop le doigt, justement, la fureur sanandi, c'est-à-dire la fureur de guérir l'autre, peut prendre le pas et garder la main. Freud disait dans son conseil aux médecins que c'était sans doute la chose dont il fallait se méfier le plus, la fureur de guérir. Ayant plutôt en tête ce conseil du même Jacques Lacan, émis lors du séminaire 7 sur l'éthique, je le cite, « Pour qu'il s'agisse du champ qui peut être valorisé comme proprement éthique, il faut que nous n'y soyons par aucun biais intéressés en rien. De n'être intéressé en rien ne signifie pas de rester indifférent à la dimension clinique, sociale, professionnelle du patient. Là réside le dilemme, le difficile équilibre entre le désir de savoir du clinicien et son implication particulière dans une institution, c'est-à-dire hors du cabinet de l'analyste. Comment laisser place à la contingence alors que le temps nous est compté? Comment ne pas forcer la surprise et l'étonnement tout en usant de prudence? Si la durée limitée de la prise en charge peut désangoisser le patient, parce qu'il dit « je ne vais pas en prendre à perpète pour avoir une certaine forme d'autonomie sociale, j'espère que ça va se finir un jour, cette prise en charge », il peut être susceptible de précipiter le thérapeute, le professionnel, le travailleur social dans l'urgence, justement, puisque la visée, c'est l'autonomie dans une durée limitée. En un mot, comment
devons se rompre à l'idée de n'être pas grand-chose, une espèce de semblant d'objet pour le patient, alors que notre responsabilité est engagée et que l'évaluation fait rage. L'acte analytique se vérifie toujours après coup, sans pour autant qu'il puisse être évaluable selon des indicateurs universels. Les problématiques du sens, souvent, l'emportent sur ses effets. C'est l'éthique des conséquences qui doit prendre en considération l'autre à qui on a affaire, contre celle des intentions, c'est-à-dire la belle âme, c'est aussi bien Hegel que Kant. Et lorsque l'explication du sens de nos actions ne résorbe pas les exigences de l'évaluation, l'obligation de résultat se montre encore plus pressante. J'ai pu entendre dans les services où je suis passé, vous allez me rendre ce patient docile au traitement médical. Faites admettre à cette personne qu'elle est schizophrène. Faites quelque chose pour que ce sujet accepte enfin ce travail. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pourtant, je n'ai jamais eu d'harcèlement au travail. Difficile de quantifier les indices de marée psychique, tout comme il est évident que l'orientation analytique met à mal la soi-disant guérison épistémique, la guérison par le savoir, c'est-à-dire vous expliquer par A plus B de quoi souffre le patient, il va guérir. Ben non. Ou en termes plus actuels, selon la loi Hôpital Patient Santé Territoire de 2009, l'éducation thérapeutique. Non mais je soupire. Ah, il est vrai qu'il peut être déstabilisant de ne s'appuyer que sur si peu, sur pas grand-chose. On serait désarçonné pour moins que cela. Pourtant, l'étonnement est susceptible... Je vais vite, hein? Ouais, ah, bah alors, merci beaucoup, au revoir. C'est bon. L'étonnement est susceptible de s'inscrire dans une durée. Ça peut durer l'étonnement, on peut s'étonner longtemps. Malgré la répétition, et peut-être même à cause de cette répétition, c'est un état d'esprit. Il y en a, on dit de quelqu'un, tiens, celui-là, il a toujours l'air étonné. Ça a toujours un petit côté... Hein? Vous avez compris, il y a quelqu'un qui suit. Alors que la surprise, elle, relève du discontinu, de l'éruptif. On ne peut pas s'y installer. Ou alors on se pose de vraies questions. Je suis surpris tout le temps. C'est inquiétant. Inutile d'ajouter que les institutions lambda peuvent résister, voire rejeter l'au-delà de cet état d'esprit. Comme il y est recommandé souvent dans ces institutions, parce qu'ils ont des pressions étatiques, ils ont des pressions financières, ils ont des pressions d'évaluation. L'HAS, l'ARS, je ne vais pas toutes les nommer, on va se faire des amis. Comme il y est recommandé de ne pas acter, mais plutôt d'agir, d'où les baskets, d'où le vite fait, bien fait. Il n'y a pas de temps à perdre. Et aussi, accessoirement, il faut savoir compter. Prestation à l'acte, par exemple. Dans ce temps court de prise en charge, nous pouvons y repérer des effets thérapeutiques, certes, quelques contre-indications, mais c'est plutôt rare, de possibles orientations sur mesure. Mais il peut s'agir également d'une étape, d'un cycle, avant que le patient ne demande autre chose. Une analyse, par exemple, souhaitant questionner l'inconscient dont il est sujet. En cela, nous pouvons accepter de rater la prise en charge de la bonne façon, sans manquer à notre place. Je vous remercie. Bon, j'ai trouvé très intéressant votre prise de parole. Par contre, je ne suis pas sûre d'avoir compris votre conclusion. Voilà, je suis un petit peu frustrée. J'aimerais bien mieux comprendre votre conclusion.
Ah, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Soyez plus précise parce que la... Là, j'entends pas. Là, j'entends pas. Je pense que je suis restée dans prendre le temps d'aller vite, comme les TGV, etc. J'ai à un moment donné, je comprends pas votre conclusion. Recommencer. Ben, puisque Gérard Haddad ne vient pas, je recommence. Non, non, mais je rigole. C'est mon côté surpris tout le temps. Alors, Alors. Gérard Haddad était là. Malheureusement, le retard que nous avons pris ne lui a pas permis de rester parmi nous. Il est parti il y a quelques instants. Il vous prie de l'excuser. Il est parfaitement désolé d'être parti. Et il était très intéressé de tout ce qui a été partagé pour l'instant ici. Voilà. Donc, je vais anticiper. Et c'est donc moi qui vais prendre la parole. Il faut que je réponde à la dame. Elle va être doublement frustrée. Elle va être privée de Cher monsieur, c'était une blague. Pour reprendre vos propres plaisanteries sur votre départ anticipé. Just kidding. Je suis un sujet de Sa Majesté. Non, mais en plus, c'est la faute à Israël Feldman qui a été beaucoup trop long ce matin. Je ne sais pas où il est. Alors donc, si on reprend l'une des devises fictives de la psychanalyse, qui est un oxymore, hein, hâtons-nous lentement. C'est-à-dire qu'un psychanalyste, ça peut être vu comme quelqu'un qui s'assoit dans un fauteuil, l'autre s'allonge ou pas, le patient, et il dort, et ça dort un certain temps. Ça peut durer quelques minutes, ça peut durer 30 à 40 ans. Donc, c'est pour ça que je dis, hâtons-nous, c'est-à-dire pas le passage à l'acte, pas la précipitation qui est un passage à l'acte, un acting out, mais plutôt ne pas laisser de côté l'acte, qui ne se calcule pas à 100% comme un calcul mathématique. C'est la dimension de la hâte, qui permet de faire surgir autre chose que la répétition. Donc, comment rompre la répétition, sinon en surprenant ce que le patient est en train de dire, mais qu'il n'entend pas lui-même, par exemple. Et donc, effectivement, comme il n'y a pas de recette en psychanalyse, comme dans toute chose, hein, mais là, on parle de psychanalyse, il n'y a pas de recette qui fonctionne. Donc, on rate. On rate toujours l'objet dont il est question, mais encore faut-il rater de la bonne façon. Au lieu de dire, comme il a été dit ce matin, faire de la... Je crois que c'est monsieur... Je ne sais plus, à table, je crois qu'il parlait de ça, psychanalyse sauvage. Il y en a qui y vont, pas par quatre chemins, avec leurs gros sabots, puis ça y va, les interprétations, vous avez rêvé de la tour Eiffel, donc c'est phallique, etc., etc. Donc on peut se planter quand même. Mais de là à faire des ravages, c'est autre chose. Mais on peut rater, et c'est ça, rater de la bonne façon, sans manquer à sa place. C'est-à-dire qu'il y a des réactions thérapeutiques négatives, c'est pas grave. Il y a du transfert négatif, mais c'est pas grave. De là à dire qu'il faut faire l'analyse de son propre contre-transfert, voilà. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de la dimension de l'acte qui est à distinguer de l'action à tout prix. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et si c'est pas bon, on trouve une autre solution, une autre solution, une autre solution. Alors que parfois, c'est dans le non-agir qu'on arrive à déterminer une solution, mais qui n'est pas... C'est tout.